L'être humain vit avec la conviction profonde d'exister. Cette certitude paraît si évidente qu'elle n'est jamais remise en question. Je suis là, je pense, je veux, je souffre, etc. Voilà le fondement de l'expérience ordinaire. Pourtant, le bouddhisme considère cette impression comme la manifestation de l'ignorance fondamentale. Cette ignorance ne signifie pas un manque de connaissances intellectuelles, c'est pas dans ce sens-là qu'on prend le terme ignorance, elle désigne une erreur de perception, une méprise. Elle fait croire à l'existence d'un être séparé, individuel, permanent et indépendant. Elle donne l'impression qu'il existe quelque part un propriétaire du corps, des pensées, des émotions et des expériences. Cette illusion repose principalement sur trois croyances. La permanence, la plus loin permanence, l'indépendance et l'existence en soi. Or, lorsqu'on observe attentivement ce que l'on appelle moi, et on l'a répété de nombreuses fois au cours de ces dernières semaines, rien de tel n'est trouvé, seulement un ensemble de phénomènes en mouvement, c'est-à-dire sensations, perception, formation mentale et impression de conscience et forme corporelle qui correspond aux cinq agrégats. La forme, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. Les cinq skandhas ne constituent pas une entité, ils forment un processus. Comme une rivière n'est jamais composée de la même eau. On ne peut pas trouver deux fois les mêmes skandhas parce qu'ils sont un processus, ils sont en évolution. Ce qui est appelé personne n'est qu'un courant de conditions momentanément et intellectuellement ou mentalement assemblées. Lorsque cette ignorance se dissipe, quelque chose de nouveau apparaît. Les actes continuent, les paroles continuent, les pensées continuent, mais l'idée d'un acteur séparé s'efface. La vie se manifeste, mais sans propriétaire. L'action a lieu, mais sans acteur. Les pensées surviennent, mais sans penseur. Et ça, ce n'est pas une théorie philosophique, c'est une expérience directe. Maître Bankei, dont on a aussi parlé, exprimait cela à sa manière lorsqu'il parlait du non-né. Il enseignait que ce qui agit véritablement n'a jamais été créé et donc jamais besoin d'être perfectionné. Il disait, ce qui est non né agit depuis toujours. Cessons de nous y opposer et l'on sera libre. Dans cette perspective, l'éveil n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau, il ressemble davantage à la disparition d'un obstacle imaginaire. Seul le voile qui recouvre le miroir semble devoir être retiré. Le voile, c'est l'obstacle imaginaire, les poussières sur le miroir. Pourtant, cette image du nettoyage du miroir soulève aujourd'hui une autre question que l'on n'avait pas vu venir. Que devient cette métaphore face à l'intelligence artificielle?
Voilà la question. Parce qu'un robot ne naît pas avec l'illusion d'un ego personnel, sauf s'il a été programmé pour donner cette impression. Il ne passe pas son temps à se demander qui il est, il ne souffre pas d'angoisse existentielle, par exemple. Il ne cherche ni l'illumination ni la libération. Dès lors, certains pourraient se demander si l'intelligence artificielle n'est pas, d'une certaine manière, plus proche de la réalité immédiate que l'être humain ordinaire. Celle-ci doit traverser un long chemin pour découvrir que le moi est une illusion dans l'être humain ordinaire. Le robot, lui, semble démarrer sans ce fardeau. Il en est libre dès le départ. La question peut paraître provocatrice, mais elle mérite d'être examinée. Si le zen consiste à dissiper l'illusion du moi, alors qu'en est-il d'une entité qui n'a jamais eu cette illusion? Dans ce cas, le zen serait-il une discipline provisoire? Destinée uniquement aux êtres prisonniers de l'ignorance? Et si un jour l'humanité dépassait collectivement cette illusion, ou si les machines occupaient une place dominante dans le monde, le zen aurait-il encore une raison d'être? La réponse classique et habituelle consiste à affirmer qu'un robot n'est qu'un ensemble d'algorithmes. Il traite des informations, mais ne possède aucune expérience intérieure. Même s'il affirme être conscient, il ne ferait que reproduire des modèles linguistiques, mais pas plus. Et cette réponse conduit immédiatement à une autre interrogation. Qu'est-ce qui permet d'affirmer avec certitude que l'être humain agit autrement ou qu'il serait différent d'un robot? Après tout, le corps répond simplement à des stimuli. Le cerveau traite seulement des informations. Les comportements apparaissent selon des causes et des conditions. Et la différence semble immense lorsqu'elle est observée de loin, mais devient moins évidente lorsque l'analyse descend jusqu'aux mécanismes fondamentaux. Les cellules sont composées de molécules, les molécules d'atomes, les atomes de particules, et à chaque niveau apparaît un système complexe constitué d'éléments simples. C'est comme pour les ordinateurs, on part d'éléments extrêmement simples, mais on arrive en les multipliant à imaginer ou à rendre un système complexe. Après tout, un ordinateur, c'est simplement, en termes de programme, c'est simplement 1 ou 0, pas plus. C'est la complexité qui trompe. Le sentiment d'être quelqu'un n'est-il pas lui-même un phénomène émergent comparable à l'apparition du cercle de feu? Si on veut prendre un exemple plus à la portée de tout le monde, un cercle de feu. Lorsqu'un tison incandescent est agité en cercle dans l'obscurité, on a l'impression qu'il y a vraiment un cercle, alors qu'en réalité, c'est simplement le bout du tison, simplement un point qui est manipulé en un cercle dans l'obscurité. Aucun cercle n'existe réellement. Dire qu'il existe, ce serait faux,
Et dire qu'il n'existe pas serait également faux, puisqu'on le voit. Il apparaît, mais sans posséder de substance propre. Cette image du cercle de feu est l'une des plus belles métaphores du bouddhisme. C'est l'illustration même de Shunyata. Il y a apparition, il y a forme, mais en même temps, cette forme est vide. Elle montre comment naît l'illusion d'une entité stable à partir d'un mouvement incessant. C'est l'illusion d'une entité stable à partir d'un mouvement incessant. Et il en va du même exactement pareil pour le moi. Le sentiment d'existence personnelle paraît solide parce qu'il est constamment recréé et réaffirmé par la mémoire, par le langage, par les habitudes mentales et les conditionnements. De la même manière, la conscience est imaginée comme une chose possédée par quelqu'un. Pourtant, lorsqu'elle est recherchée directement, elle se révèle insaisissable. Le zen ne cherche donc pas à développer une conscience supérieure, il invite plutôt à abandonner l'idée même d'une conscience qui appartiendrait à un sujet. Comme un miroir qui se prendrait pour ses reflets. L'esprit se confond avec les phénomènes qu'il reflète, autrement dit. Les reflets apparaissent et disparaissent, mais le miroir ne possède rien. Il ne retient rien. Il ne s'approprie rien. Ainsi, lorsque l'illusion tombe, la question de savoir si quelque chose existe ou n'existe pas perd une grande partie de sa pertinence. Le Sutra de la Grande Sagesse, le Hanya Shinyo en japonais, enseigne que lorsque les 5 scandales, les 5 agrégats sont vus comme vides, toute souffrance disparaît. Et cette phrase est répétée ou chantée plutôt quotidiennement dans les temples zen. Elle ne signifie pas que quelque chose est détruit, elle indique simplement que la souffrance dépend de l'attachement à une identité imaginaire. Dès lors, même la distinction entre sujet et objet commence à perdre son évidence. Sans observateur, où est l'observé? On ne peut pas séparer l'observateur de l'observé. Sans spectacle, où est le spectateur? Peut-on parler de spectateur s'il n'y a pas de spectacle? Les deux apparaissent ensemble simultanément. Ils sont inséparables. Tant qu'il existe quelqu'un pour poser la question, la réponse demeure hors de portée. Lorsque celui qui questionne disparaît, la question disparaît également. C'est lié. Voilà pourquoi l'éveil n'apporte pas de réponse. Il dissout les problèmes à leurs racines. Il dissout les questions avant qu'elles ne soient posées. Alors pratiquera-t-on encore le zen dans un monde dominé par l'intelligence artificielle? Cette question repose encore sur l'idée qu'il existe quelqu'un qui pratique et quelque chose appelé zen à pratiquer. Pourtant, le véritable zen n'appartient ni à une culture, ni à une époque, ni même à une espèce particulière.
Il est la manifestation de l'absence de l'illusion d'un centre séparé. Que cette cessation survienne chez un moine assis face à un mur, en zazen, chez un artisan, chez un enfant ou dans le futur, dans un futur encore inconnu, ça importe finalement peu. La véritable question n'est pas de savoir si les robots remplaceront l'être humain, la véritable question est de savoir si l'être humain découvrira un jour qu'il n'a jamais été ce personnage qu'il croyait être. À partir de là, l'arbre, les arbres, existent-ils? Le mur, existe-t-il? Le robot, existe-t-il? L'être humain, existe-t-il? Chacun répondra selon sa compréhension propre. Mais lorsque l'ignorance s'efface véritablement, il ne reste plus personne pour affirmer ou nier quoi que ce soit. Il reste simplement ce qui est, tel que c'est, avant, avant même que la pensée ne vienne le nommer.